Salut tout le monde, bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo où j'ai fait ma première facecam et je vais vous le dire sincèrement, c'est pas par plaisir que je le fais parce que je suis totalement timide à le faire, mais c'est pour le besoin de la vidéo parce que c'est une vidéo très dure à illustrer par ses propos. Je vous le dis sincèrement, c'est une vidéo où on va parler de choses abjectes qui pourraient vous faire beaucoup de mal et qui pourraient aussi vous traumatiser comme ça me l'a traumatisé. Je vous le dis, j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette vidéo parce qu'on va parler de la sexualité au Japon, mais sur toutes ses dérives, que ça soit le viol, les chicanes, et des affaires un peu sordides que j'ai découvert. Mais ça, je vous le verrai dans cette vidéo parce que putain de merde. J'ai sûrement sorti cette vidéo à la base, c'était pour faire une suite directe à ma vidéo sur les idols, mais au final, au fil du temps que j'écrivais cette vidéo, il y avait beaucoup de choses à dire. Et j'étais obligée de la sortir. Même si, pour la première fois de ma vie, comme vous voyez, je devrais faire un facecam. Là, vous allez voir, mes facecams seront peut-être dégueulasses. Je vais essayer de faire le mieux possible. Je vous le dis sincèrement et tout. Mais du coup, je vous laisse sur votre canapé regarder cette vidéo. Je vous demande, avant que cette vidéo se lance et que le plus gros sujet commence, de lâcher un like, de partager cette vidéo parce que c'est sûrement ma plus grosse production que j'ai faite. Et du coup, je vous laisse sur toutes les choses que j'ai à vous dire sur cette vidéo. Les Japonais ne font pas l'amour. C'est l'une des phrases que l'on entend le plus dans les mangas, dans les animés et même dans les documentaires. Et je vais vous le dire, c'est très réel. Un trentenaire sur 10 n'a jamais eu de relation hétérosexuelle. Ce nombre augmente d'année en année, selon une étude nationale des taux de fécondité entre 1987 et 2015. Oui, ces études sont longues, mais elles prouvent aussi quelque chose. Les Japonais font l'amour plus tard. Et ce qui expliquerait certaines polémiques que vous pourrez lire dans les mangas et animés. Genre des trentenaires qui vont payer des adolescentes qu'elles se prostituent. Et c'est un sujet que, sincèrement, je vais vous parler prochainement dans la vidéo. Vous allez voir des putains de dingueries, je vous le dis sincèrement. Et si la sexualité a grandement décliné, cela a impacté le taux de natalité, qui s'est effondré. L'entreprise qui prouvera cela est Durex. Ouais, la plus grande compagnie de préservatifs au monde a fait un sondage sur 317 000 personnes de 41 pays. Montrera que le Japon est le pays le plus faible en matière de sport de chambre, avec 45 rapports par an. Ce qui est intéressant à voir, c'est que lors de ce sondage, on apprend que 24% des interrogés sont épanouis sexuellement. Alors que dans le monde, il y en a 44%. Et cela dû à une chose que tout le monde connaît, le Japon est un pays très conservateur. Et les mœurs sont très vieilles, surtout celles autour de la sexualité. Quand un homme et une femme s'unissent au Japon, surtout en ce qui concerne le mariage, ce n'est qu'afin de créer un foyer. Le faire avant 30 ans est crucial pour ne pas risquer de déshonorer sa famille. Oui, c'est assez extrême, mais parmi les pays conservateurs, le Japon n'est pas le pire, comparé à d'autres qui autorisent les relations forcées. Je vous conseille d'ailleurs de lire La virginité passé 30 ans, un manga qui retrace des cas d'hommes de 30 ans n'ayant jamais eu de sport de chambre, dans des situations réelles puisque ce manga retranscrit la vie de vraies personnes. Du coup, vous pouvez comprendre une chose, la seule raison que les Japonais font du sport de chambre, c'est avoir un enfant. Ouais, et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que après avoir fait une seule fois le sport de chambre, ils ne feront plus rien. Et c'est souvent la mère qui va dormir avec son enfant et le père fera un peu ce qu'il veut. Qui est un peu triste à mon sens. Je peux vous conseiller le manga Dysfunctional Family qui raconte la réalité de cette tradition, qui peut totalement détruire une famille, où la mère devient surprotectrice envers son enfant, au point de l'étouffer, et le père est absent du cadre familial, et pour certains cas, une liaison avec une autre femme peut être créée. C'est ainsi que l'auteur raconte son récit, mais ce n'est pas une vérité absolue. Mais si je vous dis que cela n'est pas vrai à 100%, autour des années 1860, le sexe n'était pas tabou. Le seul tabou était de montrer ses émotions. Cacher ses émotions est toujours d'actualité puisque les Japonais doivent porter un masque et ne pas montrer leurs émotions. Ce qui explique que les dates sont différentes d'ailleurs. Et si on commençait par parler des choses beaucoup plus trash? Attendez, c'est
Vraiment pas pour faire dans le sensationnel, mais bien pour entrer dans les détails du sujet. Déjà, faut savoir, mais la pornographie japonaise n'aura presque jamais de plan sur les parties intimes, mais avant tout sur les expressions du visage, car les expressions de plaisir sont quelque chose que recherchent les Japonais. À côté, faut savoir pourquoi les législations sur les mangas érotiques sont aussi souples. C'est que leur logique est qu'il ne faut pas censurer les fantasmes. C'est ça que je trouve le raisonnement du « les mangas c'est juste de la fiction » un peu faussé. Pour certains auteurs, ils mettent littéralement leurs fantasmes et rêvent dessus. Ouais, je vous comprends. C'est dégueulasse, mais selon eux, laisser libre cours au fantasme sur papier empêcherait la personne de passer à l'acte dans la vie réelle. Même si je suis très mitigée par leur action, quand tu sais qu'il existe avec les habituels hôtels, club hôtels, ainsi que la production excessive de jouets sexuels, trouvables même dans des bars. Comme le Vibe Bar Wild One, un parc qui a été pensé sur le thème du plaisir féminin. Plusieurs outils, objets et autres produits autour du plaisir sexuel féminin. 350 jouets pour adultes sont exposés. Seules les femmes peuvent entrer et les rares hommes qui sont autorisés sont en réalité les partenaires de celles-ci. Au Japon, les femmes n'entrent pas seules dans une boutique érotique, explique Kanako Uchiyama. Elles auraient honte d'être aperçues, inquiètes pour leur réputation, elles ont peur de passer pour des filles vulgaires. Et dites-vous que ce bar est toujours plein, ce qui montre un certain message des femmes en ce qui concerne leur épanouissement sexuel, qui est selon elles désastreuse. J'ai des amies qui ont complètement renoncé à une vie sexuelle. L'une d'elles ne fait plus l'amour depuis 6 ans. Elle dit qu'elle n'a pas d'occasion et qu'elle aime se réfugier dans un monde imaginaire avec des acteurs et des idoles. Elle dit que ça lui suffit. Je vous le dis sincèrement, les refs, mais à partir de ce moment, j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette partie. Et je veux vous le dire, il y a beaucoup de choses qu'on vous a jamais dit. Il y a des choses comme la prostitution et tout, vous les connaissez. Mais là, accrochez-vous bien. Car même moi, en tant que personne qui a fait une vidéo sur la part sombre des idoles où j'ai lu des choses, j'étais encore beaucoup plus choquée. S'il y a plein de choses que je vous ai déjà dit sur le Japon, qui existent bien, il y a une part sombre que on vous a jamais révélée. Une part sombre qui va sûrement vous détruire et vous troubler encore plus que moi. Et cela, c'est pour, avant tout, pour contourner la loi sur la prostitution. Car celle-ci, c'est encore plus endurci. Mais avant de commencer, faut comprendre que le marché sexuel au Japon est très important. Le cas le moins grave reste les agences de petites amies. La partie la plus soft sont des filles très jolies qui ont un caractère très affectueux en général. Juste en vous parlant de cela, vous avez pensé à Run Girlfriend. Même si le manga est une réelle fraude à cause de son protagoniste, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Car maintenant, parlons de la partie la plus trash. Là, je vous le dis sincèrement, c'est la chose la plus trash, mais c'est surtout la chose que je peux pas vous illustrer. Du coup, je vais vous la lire, je vais vous dire ce qui se passe, mais même vous, vous allez péter un plomb. Pour contourner les lois autour de la prostitution, certains clubs vont créer des services qui permettent la chose suivante. Et malheureusement, je vais pas pouvoir dire certains mots, donc je le mets là. Sinon, dans les clubs, les caresses sont autorisées. Les clients peuvent arracher leurs collants. Dans certains clubs, il existe même la reconstitution en bus où des jeunes filles se baladent les yeux bandés. Tandis que la jante masculine vont s'amuser à soulever leurs jupes. Jusqu'à même, pour certaines fois, retirer leurs culottes. Et je pense que vous l'avez compris, on est dans la reconstitution littérale d'un viol dans un lieu public, dans un bus, dans un train, dans un métro, putain de merde. En gros, si vous le souhaitez, c'est littéralement le fantasme d'une chicane. C'est une partie que je vais parler dans cette vidéo, car franchement, il y en a des choses à dire. Mais avant de cela, on va encore continuer sur cette partie sur la sexualité. Et je pense que vous l'avez tous compris, le monde sexuel, c'est très important au Japon, c'est une grosse part du business du Japon. Mais c'est surtout un business qui est tourné autour du plaisir masculin, comme l'expliquera une certaine artiste qui s'appelle Megumi Egorashi. Le Japon est un pays patriarcal très généreux envers le désir des hommes, affirme l'artiste contemporaine décriée Megumi Igarashi lors d'une conférence de presse. Celui des femmes doit rester caché. C'est la meilleure personne pour parler de ce sujet, car celle-ci a été reconnue capable d'avoir violé la loi, attendez que je relis ça, de anti-obscénité, car celle-ci avait vendu des représentations de son vagin. Internet. Putain de merde. Pour elle, cette peine est contre la liberté d'expression et que la société japonaise est dégoûtée envers les parties génitales féminines selon elle. En soi, je suis en partie d'accord avec elle et laissez-moi vous expliquer.
Quand on lit des hentai, voire même certains josei, beaucoup montrent très peu la réalité du plaisir féminin, favorisant celui de l'homme, en se contrefichant de celui féminin, comme si seulement l'homme avait droit au plaisir. Et c'est dû à cette centralisation du plaisir masculin qu'un milieu a explosé, la prostitution infantile. Si dans les mangas seinen, surtout les survival games où certains personnages féminins avouent faire de la prostitution infantile, en réalité c'est le cas et même très répandu, au point que l'ONU a tiré la sonnette d'alarme contre le Japon, au point où Tokyo n'a pas trop kiffé, et cela dû aux chiffres donnés par les Nations Unies, soit 13%. Selon l'ONU, il y aurait 13% d'adolescentes japonaises qui vendent leur corps à des adultes. C'est ce qu'on appelle le Enjokosei. Vous allez être assez dégoûté, mais vu que la majorité sexuelle varie entre 13 et 17 ans, ces vieux pervers ne seront jamais accusés d'abus sexuels. Ouais, je suis comme vous, très choqué. Le pire, c'est que divers lycéennes avoueront qu'ils ont eu des relations forcées, alors que dans leur contrat, entre de très grosses guillemets, ils ne sont pas censés en avoir. Et le pire, c'est que selon les diverses recherches que j'ai faites, on n'est pas à cette valeur de 13%, mais plus à 60% des lycéennes qui le pratiqueraient. La pas du gars qui en ont manipulé beaucoup, et qu'ils veulent cacher ce fait. C'est assez choquant, car le Japon va avoir une bonne image envers les étrangers, et ne pas créer de malentendus sur ces jeunes filles japonaises. Mais vous savez pourquoi l'ONU est très loin de ces chiffres? C'est simple, le Japon est très refermé sur lui. Et donc l'ONU n'a pas pu pousser ses investigations très loin. Car selon Aiki Segawa, en charge du plaidoyer à Lighthouse, une ONG luttant contre les trafics humains et l'esclavage moderne, si les gouvernements s'emparaient sérieusement du problème, ils découvriraient une grosse part de l'exploitation sexuelle du Japon, qui est presque centrée sur la pornographie infantile. Et le pire, c'est que l'augmentation du recensement de ces crimes ne serait pas due à une augmentation de ces crimes, mais plutôt à un effort beaucoup plus travaillé des enquêteurs, car selon eux, les chiffres des affaires sont totalement sous-évalués. Et les affaires les plus médiatisées sont souvent des collégiennes, payées par des hommes qui pourraient être leurs pères, pour avoir des rapports sexuel. Ouais, c'est ultra glauque. Mais c'est une réalité que les hentai montrent 3/4 du temps. Car depuis 1999, le fait de payer une mineure est seulement un délit. Donc j'ai envie de vous dire, ils n'ont rien à perdre. Bon, on va partir sur la chose la plus problématique, avec des affaires de cas qui m'ont totalement mis dans le mal, je vais pas vous le cacher. En soi, si dans la généralité, la culture du viol est quelque chose d'ancré, généralisé dans les pays, le viol a été réellement recensé en 1970 aux États-Unis. Et cela dû à une seconde vague de mouvements féministes qui a commencé à engager des efforts pour éduquer le reste de la population de la fréquence et l'explication de ce qu'est un viol. En gros, si tu veux, on disait que le viol, l'inceste et la violence conjugale, c'était juste un mythe. Ouais. C'est très récent, mais du coup ça explique pourquoi le viol n'est pas encore considéré comme réellement mal ou qui est déjà de base très mal compris par certains. Si tu veux, à l'époque, le viol a été redéfini comme un crime lié à la violence, plutôt que considéré comme relevant de sexuel. Et ça sera en 1975 que le terme commença réellement à se populariser. Et si au fil des années on essaye de plus en plus d'améliorer la compréhension du viol, au Japon c'est beaucoup plus compliqué. Le viol est un tabou là-bas. Et d'ailleurs, que dit la loi japonaise sur le viol? Car celle-ci n'intègre toujours pas la notion de consentement. Le fait d'avoir dit non n'existe pas dans la caractérisation de l'agression. Il faut prouver que l'on s'est battu physiquement contre son agresseur. Or, on peut être pétrifié par la violence subie. On ne peut plus parler de viol. Ouais, et la figure emblématique de la lutte contre le viol, Shiori Ito, fera tout pour parler des tabous autour de ce sujet, qui est extrêmement sensible là-bas. Shiori Ito est l'autrice du livre La Boîte Noire, où celle-ci dit qu'elle a été agressée sexuellement par Noriyuki Yamaguchi, directeur d'une grande chaîne de télévision nippone. On y apprend qu'en 2015, où elle était âgée de 26 ans, alors stagiaire à l'agence Reuters à Tokyo, elle dîne dans un restaurant de la ville, avec Noriyuki, biographe du premier ministre Shinzo Abe, responsable du bureau de Washington de la chaîne TBS. Il m'avait contacté par email dans le cadre de formalités administratives concernant un stage que je souhaitais réaliser dans sa rédaction. Pendant son dîner avec lui, Shiori Ito boit de la bière et un peu de saké. Au bout d'1 heure, j'avais la tête qui tournait. Je me suis rendue dans les toilettes. Je me rappelle avoir posé ma tête sur le lavabo, puis plus rien. Je pense qu'il m'a droguée. Ouais. Celle-ci s'est fait droguer à son insu et se réveillera dans la chambre d'hôtel de Noriyuki Yamaguchi et ressent une douleur intense au niveau du ventre, où elle réalise qu'elle est en train de se subir une agression sexuelle, car celui-ci était allongé sur elle, nu et en train de la violer,
selon le récit de Ito. Si Ito affirme constamment avoir imploré son agresseur d'arrêter, l'accusé lui assure pourtant que la jeune femme était consentante. Shiori dit qu'elle a quitté la salle de bain et que Noriyuki a encore tenté de la violer, mais qu'elle arrivera à s'enfuir pour de bon. Malheureusement pour elle, Yamaguchi est un homme très influent, qui a des liens très intimes avec le Premier ministre, ce qui fait que la plainte de Ito sera classée sans suite. Les policiers ne voulaient même pas me laisser porter plainte. Ils m'ont expliqué que ce genre de choses arrivait souvent et qu'il était difficile de mener une enquête, que j'allais briser ma carrière de journaliste et que ma vie serait détruite. J'ai alors pris conscience de l'incapacité du système légal et social japonais à prendre en charge les victimes de violences sexuelles. Le pire reste le moment où le juge décide d'arrêter Noriyuki, mais qu'au moment de l'arrestation, le lieutenant en charge de l'affaire reçoit un appel. Il est dessaisi et l'arrestation est annulée. Je me rappelle très bien ces minutes. Un inspecteur m'a immédiatement appelé pour me dire qu'il n'avait rien pu faire. Les portes venaient de s'ouvrir et Yamaguchi venait juste de passer devant eux. Je ne m'étais jamais sentie aussi désespérée. Et c'est à ce moment que Ito consacra sa vie pour faire entendre la voix des victimes de viol au Japon. Au Japon, une victime de viol est censée demeurer prostrée chez elle, terrassée par la honte. Mais moi, pour réussir à survivre à tout cela, j'ai eu besoin de me battre. Et elle fera que de se battre, que ce soit lors d'interviews, de conférences, de passages dans les journaux, etc. Elle créera même WeToo pour relancer le mouvement après l'affaire Weinstein. Je veux parler à visage découvert pour toutes les femmes qui ont peur de le faire parce qu'ici au Japon, ni la police, ni la justice ne soutiennent les victimes de crimes sexuels. La réelle urgence pour elle est de changer la mentalité japonaise, où ceux-ci ont été plus choqués que celle-ci et parlé plutôt que du viol en lui-même. Le plus frappant, c'est que les gens étaient davantage choqués par le fait que je parle publiquement que par le viol lui-même. On me disait mais pourquoi tu fais ça ? Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Le quotidien Nikkei lancera un sondage où on apprendra qu'une japonaise sur deux a été victime de harcèlement sexuel au travail. Mais seulement 35% d'entre elles l'ont signalé à le supérieur. Et ce qui est encore plus grave à mon sens, c'est que Shiori Ito sera jugée face à son agresseur, lui réclame 1 million de $. Sauf qu'au final, c'est elle qui gagne, mais de manière amère, car la condamnation de Noriyuki Yamaguchi n'est pas pour l'avoir agressée. Mais sa condamnation à lui verser un dédommagement revient à reconnaître à demi-mot l'agression. Malheureusement, ce mouvement n'a pas autant d'écran au Japon, et la raison est simple. Si t'en parles, tu vas être totalement détruite. Comment expliquer ? Dans certaines cultures où l'honneur de la famille prime, et que tu as été souillé avant le mariage, tu ne vaux plus rien. Et l'honneur de la famille est détruite. Chose fortement ancrée dans la culture japonaise, et qui fait que beaucoup de jeunes femmes n'osent pas parler de leur agression, pas détruire leur famille. Et le pire, c'est que selon le ministère japonais de la justice, seulement 18 personnes du nombre de victimes d'agressions sexuelles porteraient plainte. Et 50% des affaires de viol dont la police a eu connaissance n'est pas suivi de suite judiciaire. Sauf que les bros, est-ce que c'est réellement la faute des victimes ? On le sait tous, non. Sauf que celles-ci ont peur. Elles ont peur de la police, du service médical, car ceux-ci ne sont pas tendres avec eux. Ils seront toujours là à les blâmer, à leur dire que c'est de leur faute. Ça, j'en parlerai, ne vous inquiétez pas, prochainement dans la vidéo. Je vous dis, j'ai lu des choses, même moi, en tant que personne, j'étais brisée. Et surtout, je pense que la chose qui peut encore foutre un plus gros point dans la gueule des victimes, c'est le fait que ces affaires coûtent extrêmement cher. Du coup, oui, le viol est un tabou. Lors de MeToo, ces jeunes femmes étaient malheureusement traitées de menteuses, de ne pas se couvrir assez corps, ou bien d'avoir cherché à séduire. Le pire, c'est que beaucoup de ces jeunes femmes, qui sont totalement des victimes, se sentent totalement responsables de ce qui leur arrive. Ouais, c'est abject, mais il faut comprendre que la libération de la parole de la femme est encore bien compliquée. De comparaison, il y a eu 60 000 tweets en l'espace de 2 mois sur le sujet. Le quotidien Asahi Shimbun, contre 200 000 balance ton porc en moins d'une semaine en France. Et alors les victimes se sentent moins en sécurité après s'être exprimées, car les familles des accusés vont tout faire pour détruire les familles. Elles s'y recevront des menaces de mort, des agressions, un bafouement de leur honneur, etc. Cela fait que ces femmes seront souvent écartées par leur famille et deviendront rapidement des parias de la société japonaise. Perdront réellement tout ce qu'elles avaient. Et vous pouvez penser que c'est juste des femmes ayant des métiers dits de la classe populaire. Faut savoir que la chance Kyodo News vont publier les résultats d'un sondage bien sordide qui montre d'une majorité des élus locaux au Japon ont été victimes de harcèlement sexuel, de allant du geste déplacé suivi d'excuses jusqu'au viol. Sur les 261 élus japonaises au niveau préfectoral, il y a 147 qui ont répondu au questionnaire. 59,2% d'entre elles ont dit avoir vécu, dans leur carrière politique, des paroles ou des actes à caractère misogyne,
venant de collègues de la même assemblée, même d'autres niveaux politiques. Certaines sondées ont dit que lors de déplacements officiels, des collègues masculins entraient sans permission dans leur chambre d'hôtel ou les embrassaient de force. Le sondage rapporte aussi que des sondées ont été touchées au niveau des fesses et des seins par des électeurs lors de meetings électoraux. Elles ont été forcées à leur servir des verres en échange d'une promesse de vote. Et le pire, c'est que les hommes ne veulent pas tellement améliorer les conditions des femmes, ainsi que les protéger des prédateurs sexuels, comme le raconte l'histoire de Ayaka Shiomura, élue à l'Assemblée de Tokyo. En 2014, celle-ci déclare que ses collègues masculins se sont moqués d'elle lorsqu'elle a proposé des aides aux femmes pour augmenter le taux de natalité très bas au Japon. Tu fais partie de celles qui devraient se marier le plus vite possible. Tu n'es même pas capable d'avoir un enfant. Ouais, c'est chaud, mais c'est pas un cas reculé. L'entreprise ne souhaite pas trop améliorer ses conditions, car les agressions sexuelles dans les entreprises sont assez courantes. Car si on parle d'agressions sexuelles, il y a eu l'affaire de Shoko Arai, élue locale japonaise de 51 ans, qui a accusé en 2019 le maire de Kusatsu de l'avoir forcé à avoir une relation sexuelle avec lui, dans son bureau, plusieurs années auparavant. Lors de la conférence de presse, elle explique qu'elle était terrifiée pour porter plainte à ce moment-là, ce qui est totalement normal. Et évidemment, les autres conseillers municipaux ne l'ont pas cru. Dit qu'elle nuisait à la réputation de la cité, et celle-ci finit par être exclue, une première fois par ses pairs. Au départ, cette décision a été annulée par les autorités départementales, mais ils feront par la suite une récolte de signatures qui seront suffisants pour dégager Shoko Arai. Nous voulons travailler à restaurer la réputation souillée de notre ville, a déclaré un porte-parole de la municipalité à la NHK. Madame Arai, qui était la seule femme élue au conseil municipal de Kusatsu, a jugé la décision injuste et déclare qu'elle ne se laissera pas intimider par la pression du pouvoir, a rapporté le quotidien Asahi. C'est ultra chaud. Celle-ci a tout perdu seulement car elle a osé parler de son viol. On a aussi eu Libération qui avait parlé du cas de AT et IT, jeunes femmes qui viennent à peine d'être embauchées par une société spécialisée dans les cérémonies de mariage. En ce moment, elles vont vivre un enfer. Vous savez, mais quand il y a des nouveaux, il y a souvent un pot de bienvenue. Que pour les femmes, c'est souvent le moment le plus anxiogène et dégueulasse que vous pouvez imaginer. Pour AT et IT, elles seront forcées à participer à des jeux sexuels, forcés à boire avec leur chef, subir des attouchements. Je me sentais obligée de participer car c'était mon supérieur et je devais obéir. Il dansait avec nous, avec ma jupe sur la tête. Au départ, elles n'ont rien dit car elles étaient terrifiées de perdre aussi rapidement leur taf. Et plus tard, elles décident de porter plainte en lien avec un syndicat après avoir elles-mêmes été poursuivies par leur employeur pour avoir parlé des pratiques de l'entreprise en tractant des prospectus. Ouais, la société était déjà une bonne grosse entreprise de merde. Et comme vous le savez, ce n'est pas un cas isolé et souvent les gens sortiront d'aller parler avec les patrons, vos collègues ou d'autres personnes de l'entreprise. Sauf que ce n'est pas une réalité. Et je m'explique, la majorité du temps, ceux-ci ne veulent pas ébruiter la situation. Donc c'est souvent la victime qui est virée, ou qui sera directement le problème. Donc son seul moyen c'est de quitter l'entreprise. Car malheureusement l'harceleur lui faire des choses que même moi j'ai pas envie de savoir. Franchement j'ai pas envie de savoir. Ce qui explique pourquoi Shiori Ito a préféré fuir à Londres le temps que tout se règle avec cette affaire. Et d'ailleurs, celle-ci raconte une chose qui fait froid dans le dos pour nous occidentaux. Au Japon, quand on reçoit un cadeau, on doit toujours dire non. C'est la tradition. On dit non alors que chacun sait que cela veut dire oui. Dans ces conditions, comment s'étonner que lorsqu'une femme dit non à un rapport sexuel, son refus n'ait aucune valeur? Et ce qui montre les conséquences de ce que peut subir une femme si elle parle. Eh bien, parlons de cette affaire. Celle-ci recevra l'une des campagnes de harcèlement la plus violente qui soit due au fait que celle-ci n'est pas considérée comme une bonne victime. On lui disait « Mais pourquoi tu as fait ça ?» comme si c'était elle le problème, et que c'est elle qui a fait quelque chose de mal. Et comme toute victime qui parle, elle finira blacklistée par ses collègues, ainsi que rejetée par sa famille. Et c'est ce qui terrifie AT et IT au moment de leur agression, devenir des parias de leur société. Sauf que cet élément coup de poing va quand même être un bon point pour certaines femmes qui vont s'ouvrir à Shiori Ito. Depuis que j'avais médiatisé mon affaire, je recevais chaque jour des témoignages de femmes victimes de violences sexuelles, me remerciant d'avoir eu le courage de parler, de briser l'omerta. Je me suis dit que le moment était venu de passer à l'action collective. Et c'est à ce moment, je vous le dis, qu'elle va faire son mouvement social. Il va marquer le Japon. Au fil du temps, son hashtag va être un succès. Au point que les médias vont l'interviewer et seront contraints d'enquêter pour la première fois dans l'histoire du pays sur les phénomènes de violence sexuelle. Et le mot viol a pour la première fois été prononcé dans les médias. Et je vous conseille certains mangas qui traitent parfaitement des violences sexuelles au travail, dont 2 qui sont édités en France. Moi aussi de Momoshi Reiko, fini en 2 tomes, et qui est tiré d'une histoire vraie, se basant sur l'histoire de Kaori Sato, l'une des premières femmes à avoir essayé de se faire entendre après avoir été agressée par l'un de ses supérieurs. Mais de quoi parle le manga en résumé ?
Satsuki Yamagoshi est une intérimaire en tant qu'opératrice dans un service téléphonique. Et elle est aussi formatrice pour les nouveaux employés. Très investie dans son travail, elle devient malheureusement le cible du harcèlement sexuel d'un de ses supérieurs. Ce récidif notoire a jeté son dévolu sur Satsuki. Étant donné que je vais un peu parler de la même chose pour le second, autant vous dire de quoi il s'agit. En proie au silence de Torikai Akane. Cette fois-ci, on met en scène une professeure des écoles. Mizuzu exerce ce que certains appellent le plus beau métier du monde, mais entre le désintérêt de ses élèves et surtout la blessure qu'elle porte, en elle, la jeune femme essaie tant bien que mal de mener son existence. Quand Minako, sa meilleure amie, lui annonce ses fiançailles avec Hayafuji, son petit ami de longue date, le quotidien de cette professeure vacille pour atteindre peut-être un point de non-retour. Les deux racontent le parcours de femmes brisées par le viol et l'harcèlement sexuel qu'elles ont subi. Et on va pas prendre des pincettes, on traite du sujet en écrivant les choses de manière crue, dont moi aussi, on est plus dans une lutte politique et sociale que la protagoniste va lancer. Racontons le combat de manière résumée de Kaori Sato. Tandis que En proie au silence raconte la reconstruction psychologique d'une femme qui a tout perdu, souffrant en silence de son viol. Et surtout, que celui-ci a engendré des traumatismes qui vont devenir difficiles pour elle d'avoir une vie normale. Et je vous conseille franchement de les lire, c'est des mangas ne montrant pas la partie tout kawaii du Japon sans aller dans le sensationnel, comme le fait certains mangas très chelous. Bon, je vous ai dit, on va parler du problème du chikan. Un fléau qui a sévi et qui a détruit plusieurs victimes, que ce soit des milliers de femmes et surtout de très jeunes filles. Ouais, déjà comme avec le viol, parler du fait qu'on a subi des attouchements dans les transports en commun est tabou. On a honte. Une jeune fille qui s'exprime publiquement sur une affaire de ce genre est humiliée et saluée aux yeux de la société japonaise. On dit qu'elle est perdue, qu'elle ne trouvera jamais de mari, explique Kumi Sasaki, victime de chikan, une simple collégienne. Ouais, rien n'arrête ces agresseurs sexuels. Le pire, c'est qu'il existe un profil du chikan. Le profil du chikan est le cadre. Marié avec des enfants, construit et ayant fait des études universitaires. Il est souvent le père idéal, le mari intentionné, le parfait employé. Le train, il se transforme, explique le docteur Akiyoshi Seito. Et le pire, c'est que les victimes types de ces détraqués sont simplement des adolescentes, principalement des collégiennes, et souvent elles ne sont pas aidées par leur famille. Car comme j'ai déjà pu vous expliquer, les familles ne veulent pas perdre leur honneur. Et lors de mes recherches sur le sujet, j'ai découvert l'affaire de Kumi Sasaki, une jeune fille qui a subi sa première agression sexuelle par un chikan alors que celle-ci avait que 12 ans. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai raconté à ma mère que j'avais rencontré un chikan, le matin même, elle m'a tout de suite dit « C'est peut-être ta faute. Les agressions de chikan, ça m'est arrivé presque tous les matins, et de temps en temps le soir, pendant 6 ans quand j'étais collégienne et lycéenne. » Puisqu'elle a compris qu'elle ne se ferait pas écouter au Japon, elle décide donc de raconter son histoire en France. Pour que son histoire soit écoutée et que des personnes puissent l'aider. À toucher dans des transports en commun, celle-ci n'a pas voulu alerter personne sur son sort. J'avais trop peur, j'étais trop figée, je tremblais. Écolière modèle Kumi correspond au profil recherché par ces prédateurs sexuels. Et il faut savoir que diverses victimes vont quand même faire plusieurs actions pour sensibiliser les jeunes femmes à ce fléau. Nago, dessinatrice installée à Osaka, y a publié ses dessins sur son compte Twitter, @ikenji_0. Et c'est là le 29 mai où elle a reçu plus de 43 000 RT. Celle-ci a fait des petits dessins où elle a dessiné ce qu'est un chikan. Il y a par exemple celui qui s'empresse de s'asseoir à côté d'une femme, dans un wagon plus rempli, le frotteur qui se faufile pour se placer juste derrière sa victime, le prédateur qui place ni vu ni connu sa main par-dessus celle de sa proie sur la barre de métro et bien d'autres. Son initiative a permis d'encourager les japonaises à libérer leurs paroles sur les réseaux sociaux, leurs témoignages sur les agressions qu'elles ont subies. Hier, celle-ci a témoigné sur France 25 où elle déplore que le Japon ne reconnaît pas le phénomène du harcèlement sexuel, pourtant en constante progression dans son pays. Crimes sexuels ont lieu tous les jours au Japon, mais le grand public n'est pas suffisamment conscient de cela. J'ai donc fait ces dessins pour que les gens comprennent ce qu'il se passe. Les harceleurs vous touchent le visage, la poitrine, les cuisses ou encore les cheveux. Certains lèchent la victime et essayent de lui mâcher les cheveux. D'autres vont jusqu'à coller leur entrejambe contre le corps de la victime ou se mettent à se masturber face à elle. Parfois, la police alertée des faits ne fait rien, car elle manque de preuves. J'ai moi-même subi des agressions sexuelles. Mes dessins montrent des scènes réellement vécues, soit par moi-même, soit par des membres de ma famille ou de mes amis. Car oui, les victimes ne sont pas assez entendues, mais surtout seront toujours discréditées, comme j'ai déjà expliqué tout le long de la vidéo. Et les exemples sont assez connus, même chez nous au niveau des reproches faits aux femmes agressées. La victime avait une tenue provocante, elle avait un maquillage obscène,
Mais le pire reste les excuses pour protéger l'agresseur en disant qu'il a une famille et un travail et risque de les perdre si on le dénonce. Si la victime se rend à la police, son agresseur fait souvent tout pour la discréditer en l'accusant de mentir ou de délirer. Ah, vous devez comprendre, mais les victimes seront toujours détruites par cette société tandis que les agresseurs seront toujours protégés. Ils seront plus importants selon eux pour la société. Bon, en vrai, la société japonaise n'est pas aussi aveugle car depuis quelque temps, ceux-ci sont en train de tester une application pour signaler une agression sexuelle. Celle-ci peut utiliser de deux manières différentes. L'une plus directe avec un fort message sonore du type arrêtez ça, soit en inscrivant un message d'alerte sur le smartphone pour pouvoir alerter discrètement une personne autour d'elle et ainsi organiser une riposte à l'aide d'autres personnes. Et l'application est un succès sans nom et devint même l'une des plus téléchargées du Japon avec plus de 237 000 téléchargements à ce jour. Et en réalité, c'est terrifiant. Je m'explique, si l'application est excellente et permet une certaine défense pour les femmes, je me dis que découvrir ce chiffre, c'est terrifiant. C'est-à-dire que des milliers de femmes ont été victimes d'harcèlement sexuel. Et surtout, le nombre élevé de femmes qui ont téléchargé cette application pour se prémunir de pervers, révèle que la gravité de ce phénomène et aussi le fait qu'elles ne veulent plus se laisser faire. Mais je me dis, une réelle pour venir à bout à ceci. Car je me dis que le fait que les victimes signalent discrètement leur agression, à mon sens, un fait qui ne répond pas au sujet. Car à la base, les Japonais n'osent pas en parler. Et du coup, n'osent pas aider les victimes. Car oui, afin d'éviter les conflits, la plupart des Japonais détournent les yeux. Et au pire, blâment les victimes de les avoir dérangés. De toute manière, si de base, les gens n'agissent pas quand les victimes ont besoin d'aide, est-ce qu'ils vont vraiment les aider? Est-ce qu'ils vont vraiment faire quelque chose quand ils vont demander ou qu'ils vont sonner dans cette putain d'application? Moi, je vous le dis sincèrement, je pense pas. Je pense que les gens vont continuer à ignorer ces victimes qui vont avoir besoin d'eux, qui vont avoir besoin d'aide, qui vont avoir besoin de quelqu'un pour les aider, parce que les Japonais ont peur des conséquences, ont peur de sortir dans leur train-train familial. Et surtout, la chose encore la plus logique, en relisant là mon texte, sorti totalement de la tête, est-ce qu'on peut penser que la victime a le temps de prendre son téléphone et de lancer une alerte? Est-ce que les gens en plus vont avoir le temps, tu vois, de regarder cette putain d'application et de dire « Oh putain, il y a quelqu'un en train de se faire agresser ?» Non, je me dis que c'est... Certes, l'initiative est bonne, mais je trouve que c'est encore mal branlé pour une situation du genre. Parce qu'actuellement, ce qu'il faudrait faire, c'est de créer une putain de brigade. Une brigade qui est composée de personnes qui seraient compréhensibles sur le sujet, qui seront entraînées pour sécuriser ce sujet, et surtout je pense qu'en fait actuellement le moyen qu'ils ont eu les Japonais pour que les femmes ne soient plus dérangées, c'est triste à dire, mais c'est ces putains de transports spécialement que pour les femmes. Alors, je pense que c'est le cas dans tous les pays, mais la police n'est clairement pas habilitée à s'occuper d'affaires de viol. Souvent, la victime se fait totalement humilier. Mais au Japon, voire même en Corée, le problème est encore plus profond. Les victimes sont discréditées, insultées, souvent pas pris au sérieux. J'ai déjà parlé dans ma chaîne, cette affaire sordide qui se déroule en Corée du Sud. L'affaire du viol collectif de Miryang, où la police avait détruit les victimes au point où certaines sont encore traumatisées maintenant. Et ce fut l'un des plus grands scandales sur la manière dont la police gère ce genre d'affaires. Mais au Japon, une affaire va faire fortement parler d'elle. Elle a permis aux japonaises de pouvoir libérer leur voix sur l'incompétence de la police japonaise de s'occuper des viols au Japon, ainsi que la justice en général. Et pourquoi cette affaire? Car c'est un Français qui a violé une japonaise et lui a transmis une maladie sexuellement transmissible. Et je dois résumer cette histoire, c'est globalement une japonaise et deux Français qui sont hébergés dans une ferme contre du travail. Plus le temps passe et la japonaise se rapproche de l'un des Français et tombe amoureuse, que lors de leur première fois, le Français change tous les plans et décide de faire du SM. Et elle a brûlé avec une bougie tout en la violant sans protection. Alors que celle-ci lui hurle d'arrêter, évidemment celle-ci finit totalement traumatisée alors que celui-ci lui a demandé de pas en parler. Celle-ci était totalement sous le choc. Il demande quand même d'écrire tout ce qu'il a fait au cas où celle-ci tombait enceinte ou qu'elle était totalement terrifiée connaissant comment le Japon perçoit mal ce genre de choses.
Clic qui va faire qu'elle va pouvoir porter plainte et ceci. Après quelques jours, je suis tombée très malade. J'avais 42 fièvres, mon corps tremblait, j'avais mal partout. J'ai commencé à avoir des douleurs en urinant. J'ai été dans 2 hôpitaux pour voir ce que j'avais, mais personne ne savait. Dans un 3e hôpital, 15 docteurs va trouver une version virulente du HSV1, une maladie sexuellement transmissible. Le test médical était particulièrement douloureux et humiliant. Je ne peux décrire la douleur que j'ai pu ressentir et la réaction du docteur. Un homme va alors finir de me détruire. Waouh! Tu sens bien t'amuser avec les garçons, me dit-il. C'est à ce moment qu'elle réalise enfin avoir été violée. Elle finit par s'écrouler au sol et comprendre que celui-ci lui avait transmis une maladie qui lui sera dure de porter, surtout due à une société qui voit très mal ce genre de cas et juge la femme comme une simple marchandise. Tout que dans cette histoire, on va apprendre que celui-ci était au courant de cette maladie, mais qu'il ne l'a pas averti car, je citais, beaucoup de gens ont ce type de MST, c'est pas un drame. Et le pire, c'est que celui-ci n'a pas voulu aider la jeune femme à payer son traitement, car au Japon, il est très cher. Ouais, une belle saloperie, et si celle-ci a le courage d'en parler aux autorités, elle finira par être totalement déçue par leur comportement. Elle a donc d'abord vu un avocat japonais, qu'il n'a pas pris au sérieux. Vous savez, il voulait sans doute garder un bon souvenir de votre rencontre, m'a-t-il dit. Elle ne devait pas être très sérieux pour lui. Elle pleurait devant lui. J'ai changé d'avocat, le second m'a dit, si vous arrivez à le prouver, ce qui est difficile, vous devez payer 25 000 € de frais. Et vu qu'il est français, autant dire qu'on a peu de chances de faire quoi que ce soit. En gros, il lui fait comprendre gentiment que le système japonais n'est pas idéal au cas de viol. Si vous n'êtes pas riche, c'est bien trop cher d'aller en justice. Alors on se tait, on subit, on ferme sa bouche. Et si les avocats vont dans un premier temps lui détruire moral, c'est la police qui va l'achever, l'humiliant, l'obligeant à redire tout ce qui s'est passé, dans les moindres détails, mais surtout à la fin, ils lui diront clairement que tout ce qu'elle a dit est un mensonge, que c'est juste une erreur de communication et elle apprendra par une autre femme que celui-ci n'est pas la seule à avoir subi cette humiliation par la police. Et surtout une justice dirigée par les hommes qui ne comprendront jamais ce que ressentent les femmes. Après, les étrangers ne sont pas seulement fautifs. T'as même les Japonais qui vont faire une agression sexuelle à une Canadienne et même celle-ci va expliquer que le traitement qu'elle a eu avec la police était désastreux. Franchement, elle a détesté faire ça. Elle a même tweeté et la plus folle que j'ai lu, c'est que la police japonaise lui ont dit retirez les tweets, on veut pas trop avoir cette image négative du fait que ça s'est mal passé. Donc ouais, elle s'est fait menacer les refs. Bon, vous l'avez compris, mais les Japonais ont peur de la police et du cadre médical pour parler de leur agression sexuelle et de leur viol. Mais ce qui fait que tout cela est mal branlé, bah c'est la loi. Et pour comprendre tout cela, je vais vous parler d'une affaire qui a fait une grosse douche froide pour la population féminine japonaise. Déjà en 2019, parlons de ce père de famille qui a violé sa fille entre ses 3 et 19 ans et qui n'a reçu aucune peine de prison. À raison, il n'y a aucune preuve qui prouve qu'il y a eu usage d'une force écrasante de menaces ou que la victime était dans l'incapacité totale de résister. En gros, la jeune fille aurait dû prouver que malgré les violences opposées à sa résistance, elle avait tout son possible pour échapper à ce viol. Sauf que, comme vous le savez, c'est compliqué pour une enfant de résister à son père. Celle-ci se faisait frapper et subissait une emprise psychologique. Le pire, c'est que plein de gens sont contre cette loi qui est totalement dépassée par les événements. Évidemment, il y a eu appel, sauf qu'à ce moment, le Japon a de nouveau manifesté comme tous les 11 de chaque mois. La loi doit protéger les victimes, pas les auteurs, résumé lors d'un rassemblement, une de leurs bannières. Et en plus de cela, une pétition a été lancée qui a recueilli plus de 47 000 signatures. Le pire, c'est qu'on apprend que celle-ci n'est pas la seule à avoir été abusée par son père, et qu'un inceste caché reste quelque chose qui serait courant. Attendez, je vous explique car cela remonte à un certain moment. Ouais, selon la religion shintoïste, certains japonais croient que c'est une relation incestueuse qui a donné naissance au pays. Et pendant très longtemps, avant l'occidentalisation du Japon, les relations incestueuses étaient encouragées, que ce soit entre cousins, oncles, avec une nièce, si celui-ci devient veuf, et le pire reste le fait que pour certains cas, certains pères pouvaient finir avec leur fille si celui-ci finissait veuve. Et si une loi était passée pour interdire l'inceste, elle sera abolie en 1881. Et seulement le code civil japonais n'autorise pas le mariage incestueux. Donc ouais, les relations incestueuses ne sont en soi pas interdites, juste le mariage. Ce qui expliquerait pourquoi il y a autant de mangas, animes, light novels, etc. abordant de l'inceste. Ouais, c'est chaud, mais si grâce à la mondialisation, ce genre de relations semble être devenu rare en réalité, est-ce que c'est vrai? On sait que la population japonaise cache les plus grosses horreurs sexuelles de leur pays, et si l'inceste était quelque chose de courant. Car dans plusieurs forums, documentaires ou même témoignages, j'ai découvert un truc qui m'a fait tomber de ma chaise. Mais certaines mères de famille coucheraient avec leurs filles pour les détendre de leurs études ou simplement pour pas qu'ils sortent avec une
fille le temps de ses études. Celles-ci sont appelées des kyukumama. Surtout que les garçons ont un statut social beaucoup plus élevé que les filles, au point que les mères donnent leur fils au point de les infantiliser. Il n'est pas rare que les mères baignent leurs fils, même lors de leurs adolescences. Et les histoires de mères masturbant leurs fils sont bien documentées. Du coup, le membre d'abus sexuels dans une famille est donc courant, mais est très mal géré par la justice japonaise, et de nombreuses victimes s'en plaignent à chaque fois qu'une nouvelle affaire explose. Lorsqu'on est pris par surprise par une personne censée être quelqu'un en qui on peut avoir confiance, on est tétanisé, en état de choc, incapable de se défendre, déclare-t-elle. Même dans un cas où un père a violé sa fille, le tribunal dit qu'elle aurait pu résister et le laisse libre, dit-elle, la voix tremblante de colère. Cette situation juridique est vraiment un problème grave. Le pire, c'est qu'une grosse majorité de ces lois ont été écrites en 1907, au moment où le Japon était une société très patriarcale. Le viol avait alors été criminalisé dans le but de s'assurer qu'une femme mariée ne porterait d'enfants que de son seul époux, qu'aucun autre homme ne pouvait avoir de rapport avec elle. C'était une loi de chasteté au seul service d'un mari ou d'un père de famille, déclare l'avocate Yukiko Tsunoda, qui voudrait protéger une femme qui laisse si facilement un violeur faire son affaire après seulement quelques coups de poing. C'était ça l'esprit de l'époque, ajoute-t-elle. Ce qui fait que la majorité des lois japonaises sont en réalité contre les femmes, avec un système judiciaire ayant des principes sexistes qui fait que le Japon se classe 110e sur 149 pays dans le dernier rapport du Forum économique mondial sur les inégalités entre les sexes. Et si seulement en 2007 la loi concernant les agressions sexuelles a changé pour permettre de reconnaître les victimes masculines et faire passer la peine minimale de prison pour viol à 3 à 5 ans, ça fait qu'une victime soit obligée de prouver qu'elle ne pouvait pas résister et rester ancrée dans la loi, malgré les protestations des experts à l'époque. Et ces experts ont surtout pour exigence d'avoir l'abandon de l'exigence d'une preuve, qu'on n'a pas pu se défendre, et celle qui recueille le plus de soutien, a dit un responsable du ministère de la Justice à l'AFP. Au Japon, avec sa réputation de pays parmi les plus sûrs du monde, j'ai été soumise aux abus sexuels depuis l'âge de 3 ans, forcée de m'y habituer et d'apprendre à vivre avec, a crié Wakanagoto, âgé de 28 ans, la voix tremblante aux manifestants, pour d'un de ces rassemblements. Ne pensez jamais qu'un pays est sûr à 100%, car souvent c'est le gouvernement qui cherche les plus gros problèmes de celui-ci, étant que selon eux c'est des problèmes à ne pas dévoiler. En réalité, les cas de viol très violents remontent à très longtemps, comme la tristement célèbre affaire de Junko Furuta, l'une des affaires les plus sordides du Japon pour une affaire de viol due à la conclusion que subira la victime. Et je vous conseille l'incroyable vidéo de livre pour avoir tous les avenants et aboutissants de cette histoire sordide qui a secoué le Japon. Si le Japon n'était pas les seuls dans ce cas-là, ouais, dès le départ je vous ai dit que la culture sexuelle dans certains autres pays était désastreux. Si le Japon n'ose pas en parler, certains pays ont connu pour être extrêmement dangereux pour les femmes, et le numéro 1 est l'Inde, où le viol est directement connu des autorités pour être le plus gros fléau du pays. Mais évidemment, si on doit parler de la police et de la justice, je vous avais déjà parlé du viol collectif de Myriam. Il y a une autre affaire qui avait fait beaucoup parler d'elle, au point qu'un film s'en inspire, Hope, qui est tiré de l'affaire Shudusun, l'affaire d'agression sexuelle survenue en décembre 2008, où une fillette de 8 ans désignée sous le pseudonyme de Nayun a été enlevée et violée par un homme de 56 ans nommé Shudun-sun à Ansan en Corée du Sud. Évidemment, l'indignation du pays est due à une réduction de peine due à une loi qui permet au tribunal de réduire la sévérité de la peine si le criminel n'était pas sain d'esprit lors de la perpétration du crime. Et surtout à comment a été gérée l'affaire, qui avait encore plus stressé la jeune fille qui a par exemple été obligée de répéter 4 fois ce qui s'était passé car les procureurs n'avaient pas réussi à enregistrer les dires de la jeune fille. Et évidemment, je vous conseille de tout cœur de voir le film qui est tout bonnement excellent. Je sais qu'actuellement, tant que les choses resteront ainsi, tant que les gens ne comprendront pas que c'est un sujet qui devrait pas être tabou, qui est important, que les gens arrivent enfin à en parler, que les gens arrivent à prendre au sérieux ce sujet, bah pour l'instant on changera rien. Pour l'instant, le viol restera encore impuni dans plusieurs pays, que ce soit au Japon ou même dans le reste du monde. Plein de femmes continueront de souffrir malheureusement, parce qu'on a un système judiciaire merdique. Franchement, il est merdique, je vous le dis sincèrement. Mais bon, comme je vous l'ai dit, cette vidéo m'a été très difficile à écrire. Mais franchement, je suis fière de ce que j'ai abouti sur cette vidéo, que ce soit au niveau de la voix off, des personnes qui ont travaillé avec moi. Je remercierai jamais autant les personnes qui ont travaillé. Il y a eu Léa Bazar, il y a eu Kaozen, il y a eu Tifalia, il y a eu Minokoto. Et ça, c'est pour la voix off. Mais il y a même des gens qui ont relu mon texte pour me dire si c'était cool ou pas. Il y a eu Inès Scarlett, il y a eu Syl, si je dis pas de bêtises, c'est la fondatrice du club officiel. Il y a eu aussi Ibrux, Reyax, il y a aussi le commandant M qui m'ont beaucoup conseillé. Aussi pour la facecam, parce que je suis pas habituée. Il y a eu Lio, il y a eu Yirim, et ça je pourrais jamais autant les remercier, parce que bah actuellement j'ai envie de refaire des documentaires et peut-être refaire des vidéos facecam, mais ça sera à voir. Et je vous le dis,
il y aura un nouveau documentaire qui est prévu, il y en a même plusieurs qui sont prévus. Là normalement le prochain ça sera sur les sectes au Japon et même dans le reste du monde. Et je vous dis, déjà cette partie devait être sur cette vidéo mais c'était tellement long, il y avait plein de choses à dire, il y avait plein de choses que j'ai découvert que j'ai décidé de faire une vraie grosse vidéo sur les sectes. Sur les sectes, que ça soit au Japon, en Corée. Peut-être une autre vidéo sur les sectes américaines, parce que les sectes américaines c'est un autre bail. Mais tout ça fait très froid dans le dos. Franchement, c'est un sujet qui est pas très, que j'ai pas trop vu sur internet, ou même sur YouTube, de traiter de manière pure et dure. Et franchement, j'ai envie d'en parler. Et après, évidemment, en tant que weeb compétition, je parlerai de weebery. Il y a des vidéos LN qui vont arriver, ça c'est sûr et certain, dont une vidéo que j'ai très hâte de sortir. Il y a 2 vidéos que je veux vraiment sortir pour début 2024, qui sera l'histoire du Yuri et l'histoire du shoujo. Et d'ailleurs en parlant des remerciements, j'ai oublié de remercier la personne qui a fait ma miniature. C'est Nino qui a fait la miniature, je vous mets ces trucs ici par là. Voilà, pour tout le monde je les mettrai, vous inquiétez pas. Faut aller suivre leur taf. Et je mets tout ça dans la description. Et franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous dire un peu le blabla habituel. N'oubliez pas de lâcher le like. Commentez si celle-ci vous a plu. Et vos interrogations, j'essaierai de les répondre. Parce que évidemment, je pense que vous aurez après cette vidéo beaucoup d'interrogations. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Passez une bonne journée et à plus.